Le dialogue qui nous est proposé est un entretien entre une historienne et un grand témoin. Primo Levi est connu en effet non seulement pour ses ouvrages qui font partie des classiques de la littérature italienne, mais également pour les témoignages qu'il a pu faire, que ce soit dans les commémorations ou que ce soit dans les écoles. Cependant, c'est essentiellement un homme qui est connu et apprécié par ceux qui le lisent bien pour les nuances qu'il met dans sa pensée, son honnêteté sans faille, l'éthique qui préside à chacun de ses écrits et le doute perpétuel qui l'habite et qui, pour certains, dans certaines analyses, certains concluent que cet esprit de doute lui sera fatal. Ici, nous avons donc dans cet entretien la confrontation exemplaire de l'image que l'histoire se fait d'un ancien détenu et du fait que, cela est confronté à la nuance qu'apporte Lévi. Et donc, nous avons deux points de vue assez antithétiques. Nous verrons les points sur lesquels ils s'opposent. Plus encore, la question est ancrée dans un contexte bien particulier, qui est celui de l'ancrage scolaire. En effet, Anna Bravo parle peut-être de l'engagement dans la société du témoin, mais Primo Levi parle vraiment de ce qui se produit lorsqu'il témoigne dans les écoles. Il conduit ainsi une réflexion dessus, que nous analyserons un petit peu plus précisément. Notons que 1982 est une date qui place une balise entre les faits et la période actuelle, de telle sorte qu'on pourra voir comment, à mi-parcours, est traitée la mémoire de la Shoah. Entre les faits de 1943, 44, 45 et 1982, presque 40 ans se sont écoulés, et presque 40 ans se sont également écoulés jusqu'à 2016. Ainsi, le traitement de la mémoire peut être observé sur quasiment 80 ans et les questions que cela soulève seront étudiées. Dès lors, ma problématique sera la suivante. Je poserai la question de la nécessité et de la nature du témoignage dans les écoles au fil du temps. J'essaierai de répondre à ma question problématique par le biais de deux axes principaux. D'abord, j'analyserai plus précisément la confrontation de la doxa à la contre-doxa du doute de Primo Levi. Ensuite, j'ancrerai ma réflexion dans la question scolaire pour ouvrir sur les débats autour des programmes. Commençons donc par la première partie consacrée à la confrontation de la doxa et de la nuance introduite par le rescapé. Il n'est pas un propos d'Anna Bravo qui ne soit contesté par la suite, poliment évidemment, par Primo Levi. L'intérêt des enfants est toujours aussi vif, dit Anna Bravo. Primo Levi cite quasi symétriquement l'attitude des deux frères qui l'ont frappé et qui disent d'un ton sans réplique « Pourquoi venez-vous encore nous raconter notre histoire ?» C'est bien que la question de la pertinence du témoignage 40 ans après les faits se pose de manière cruciale. Autre exemple, vous avez marqué votre génération par un engagement dans la société qui ne s'est jamais renié, dit Anna Bravo. Tout de suite, à peine a-t-il pris la parole que Primo Levi précise qu'il ne va plus volontiers dans les écoles, contredisant ainsi l'image qui est donnée de lui. Cela nous renvoie à quelque chose qui a encore lieu aujourd'hui. Dans l'édition de 2012 de Si c'est un homme, en effet, la présentation de l'auteur est caricaturale. Il s'agit d'un résistant, etc. Et cela est d'autant plus frappant que dès la première page, Primo Levi renvoie au fait qu'il s'est fait arrêter en tant que juif de peur d'être considéré comme un résistant, et en plus du fait qu'il cherchait à gagner un réseau de résistance avec toute la perplexité par rapport à la situation politique terrible de l'époque. Donc il raconte la complexité réelle de la résistance à l'époque et de son engagement qui était inquiet. Pourquoi ainsi une historienne irait-il caricaturer Primo Levi ? Est-ce à dire qu'il y a une sorte de caractère intouchable du rescapé. Anna Bravo, en effet, en tant qu'historienne, doit connaître Primo Levi et ne doit pas ignorer les débats autour de la transmission de la mémoire. Cependant, s'autorise-t-elle à mettre en avant le doute plutôt que la gloire du résistant qui doute ? La question n'est pas sans intérêt puisqu'il y a autour de la Shoah, du génocide, la question génocidaire plus largement,
toute une susceptibilité légitime et tout un caractère presque sacré lié au nombre énorme de morts, considérable de morts, qui peut prévenir en fait l'attitude académique de l'historien. Certains écrits de sociologie, comme celui de Michel Borwix, qui parle des rescapés, sont ainsi écrits dans un style beaucoup plus romanesque et frappant que ses autres écrits sur d'autres périodes. Il parle des fleuves de sang dans les rues, ce qui est tout à fait métaphorique et extrêmement frappant pour le regard, ce qui est en dehors de l'attitude traditionnelle de l'historien. Mais Primo Levi s'oppose donc à la vision qui est donnée de lui, et ici nous pouvons faire une concordance des temps. C'est toujours le cas, nous apprenons par cet entretien que c'était déjà le cas il y a 40 ans. Le temps permettra-t-il de revenir sur cette mémoire, un petit peu dédramatisée, extraite un petit peu du sentiment premier, pour revenir à une histoire un petit peu plus juste, qui rendra justice à la finesse des rescapés, ou au contraire, va-t-on aller vers la caricature extrême? L'histoire n'a pas encore tranché, mais la mort de nombreux rescapés pose cette question de manière vraiment cruciale aujourd'hui. Mais Primo Levi ne cite pas que ce point-là dans le doute qui est le sien. En effet, il pose une autre question qui est celle du langage. Et donc, je vais aborder ma deuxième partie, génocide et mémoire dans le système scolaire, en posant en premier lieu, dans un premier point, la question de l'insuffisance du langage. Une expression nous interpelle. Primo Levi dit que son langage est devenu insuffisant quand il va dans les écoles. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un moment où, en tant que témoin, son langage aurait suffi. Et quand on voit l'immense beauté et capacité de l'œuvre Si c'est un homme, on peut comprendre que c'est un homme qui sait y faire avec les mots, qui sait trouver les mots justes. Donc, il semble bien que le langage insuffisant soit le propre du contexte scolaire. Le détenu se retrouve face à une génération dont il ne maîtrise pas les codes. Cela pose une question abyssale. Comment transmettre une mémoire ancrée dans le temps de l'histoire, les années 40, dans des générations qui se renouvellent sans cesse? Tous les 15 ans viennent des gens qui sont coupés des faits, qui ne les ont pas vécus directement. Je pense à une chanson écrite par Jean Ferrat dans les années 60, qui s'appelle « Nuit et brouillard » en référence aux événements de la Shoah, et dans lesquels il raconte la déportation. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans les wagons plombés. Et à un moment, il prend dans un couplet, il fait appel à un genre musical de son époque qui va frapper parce que maintenant il est complètement désuet. Et il dit « Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour que les enfants sachent enfin qui vous étiez ». Le contraste nous apparaît d'autant plus que la volonté d'actualisation est toujours ancrée dans une période immédiatement caduque. Si les années 60 sont les années du twist, alors peut-être, Ferrat pense à twister la mémoire, ce qui semble ridicule et anachronique. Mais en même temps, il renvoie à cette question de la mémoire toujours réactualisable et sans cesse caduque dès que les générations changent. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on aurait pu dire dans les années 90 en disant « je rapperai l'histoire des déportés s'il fallait les rapper ». Mais ça pose aussi la question de toute forme est-elle bienvenue pour se rappeler des événements? Et là encore, énormément de questions se posent à ce sujet, puisque la question du traumatisme se pose. La mémoire est-elle à transmettre de la même manière aux générations qui ne connaissent pas les événements? Y a-t-il un bienfait de l'oubli? Évidemment, toutes ces questions se posent. Je terminerai cette deuxième partie en ouvrant sur la question des programmes scolaires, puisqu'encore aujourd'hui, des professeurs, essentiellement des professeurs d'histoire, vont dans la rue, puisque la transmission des grandes époques est généralisée. La transmission, par exemple, des colonisations et décolonisations se fait en un cours, au lieu de plusieurs, pour ne traiter que l'Indochine ou que l'Algérie, ou que la question dans son ensemble sans rentrer dans les détails, de telle sorte qu'une mémoire globale n'est pas transmise. Je terminerai en disant que ce texte est vraiment un texte archétypal qui montre comment la mémoire est susceptible d'instrumentaliser la complexité d'un temps tel que l'ont rendu les témoins. Elle valorise le témoignage, puisque si on a en face de nous quelqu'un d'assez intelligent pour mettre en doute la période vécue, alors on peut la penser dans une complexité accrue et de manière beaucoup plus sagace. Pourtant, sur la Shoah notamment, la question arrive à son terme, la question du témoignage arrive à son terme, puisque les témoins ont au moins 85 ans.
Est-ce à dire qu'il faut s'attacher, quand on a des témoins, à tel type de mémoire et laisser les autres de côté? En tout cas, nous sommes toujours dans la problématique historique profonde du choix des mémoires. Je terminerai en citant l'exemple du camp d'Émile, qui a créé un musée sur donc, la déportation, qu'il a ouvert aux autres génocides, et dont la dernière partie est ouverte à la philosophie qui découle des génocides, oubliant ainsi l'ancrage mémoriel pour activer les processus intellectuels qui sont liés à cette mémoire, notamment en ouvrant sur l'expérience de Milgram et autres expériences qui peuvent faire réfléchir le contexte en l'absence de l'histoire qui l'accompagne. Bon,